ce qu'on va présenter ici, c'est une pratique de recherche-création qui est menée depuis 2014 par Frederico au Brésil dans le cadre de son doctorat en études théâtrales, recherche que moi j'ai rejointe en 2016, l'année dernière. Pour la présenter très brièvement, cette recherche, c'est pendant 3 années consécutives, sur une durée de 3 mois, l'artiste-chercheur investit un espace abandonné de la ville de Barra do Piraí, qui est une ville moyenne du Brésil, de l'état de Rio de Janeiro. Pour vous donner une idée, c'est 100 000 habitants. Et l'idée de cette occupation, c'est de créer un spectacle théâtral in situ avec les habitants. En 2015 et en 2016, c'est la gare désaffectée, celle-ci que vous voyez, qui est occupée, et on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur cette gare. C'est un lieu extrêmement structurant pour la construction et pour le développement de la ville. Et son abandon, on va expliquer un peu le contexte, son abandon, il signe vraiment d'un délaissement du patrimoine culturel et architectural commun. L'action théâtrale, du coup, qui va être développée, va chercher à restaurer ce lieu à la fois physiquement, c'est-à-dire le rendre vivable, mais aussi le réinventer esthétiquement et symboliquement, écrire et jouer son histoire et essayer de lui redonner sa force structurante pour la ville. Et au-delà du travail de création, on essaye aussi de créer un espace de rencontre, de débat qui voudrait permettre aux habitants de s'emparer eux-mêmes des enjeux urbains et de proposer des projets de réhabilitation de cette gare. Alors on va revenir d'abord sur l'histoire de la gare, avec laquelle s'entremêle l'histoire de la ville, et puis on essaiera de comprendre comment la conversion d'une partie des éléments historiques qu'on aura récoltés en performance in situ, performance qui passe par le corps des habitants, peut créer une prise de conscience des problématiques urbaines et peut-être une nouvelle configuration socio-spatiale. Et on essaiera enfin d'exposer les ambitions et les limites de cette expérience qui a soulevé énormément de questions, notamment quant à la pérennité de notre action. C'est-à-dire qu'une fois le processus achevé, puisqu'on vient sur un temps donné dans la ville, comment on rend tangible cette prise de conscience pour qu'elle devienne une véritable action et que ça propose une transformation concrète pour la ville. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, vous voyez la gare. Cette photo-là, juste pour vous situer dans les temps, parce que je vais faire un bref historique, socio-historique, pour ouvrir l'imaginaire, parce qu'on parle du Brésil quand même, Rio de Janeiro. On a dans les stéréotypes imaginaires de Rio, le samba, le foot, c'est pas que ça. Il y a des choses assez intéressantes, ou d'autres choses plutôt, on va dire, des choses différentes que celles-là qui habitent nos imaginaires stéréotypés. Donc, moi je vais dire, pour moi c'est plus simple, sinon je pense que je peux, l'histoire ça m'intéresse beaucoup, je peux partir ailleurs. Donc, voilà. Pour la gare de Barra do Piraí, en fait, c'est cette gare-là qu'on voit bien, je dois remonter au milieu, à la première moitié en fait du 19e siècle, où cette gare a été bâtie à l'époque. Donc, je vais vous donner le contexte. Avec la construction de la gare au milieu du 19e siècle, stratégiquement conçue sous forte influence politique des barons du café pour accélérer la distribution de la production caféière de la région sud-est du Brésil vers les ports de Rio de Janeiro, la ville de Barra do Piraí devient sitôt les plus grands carrefours ferroviaires de l'Amérique latine. Donc, qui, d'où à son emplacement géographique, bien sûr, va concentrer les flux de marchandises produits par les 3 États les plus puissants économiquement du pays à l'époque, Rio de Janeiro, São Paulo et Minas Gerais. Donc la ville prend son essor vraiment à partir de la construction de cette gare. Je saute un peu, j'avance. Les années 30 sont marquées par la chute de la production du café au Brésil de façon globale, non, mais aussi dans cette région qui était très puissante à l'époque, et l'affaiblissement de la noblesse locale, donc politique, économique, représentée par les barons de café. Donc cela inaugure en fait le passage d'une culture dans la ville féodale à une culture moderne. En fait, une énorme transition, voilà, simplement dit, hein, on rentre dans la modernité
et on quitte un peu une transition assez large, mais bon, c'est long, mais on passe d'une culture féodale à une culture plus moderne. Donc, qui dessine peu à peu les visages de la société de Barra do Piraí, cette ville. Donc, désormais, rattachée au progrès amené par les chemins de fer. La ville entre dans la modernité avec l'expansion du réseau ferroviaire et connaît un progrès économique sans précédent et la création des différents postes de travail avec. Le chemin de fer permet à la fois le transport des marchandises et des passagers qui, à la recherche du travail, commencent à s'installer davantage dans la ville en provoquant l'augmentation démographique et un développement urbanistique conséquent. Et cela jusqu'à les années 60. À partir des années 60, le Brésil s'ouvre au marché étranger et s'y laisse envahir par les industriels qui investissent leurs capitaux dans l'installation des parcs automobiles. Pour répondre aux exigences du marché international, les pays accélèrent la construction d'autoroutes, ce qui ralentit significativement les flux ferroviaires. À Barra do Piraí, on observe que cet impact provoque une stagnation de flux de transport de marchandises et de passagers, mais aussi le début de l'isolement de la ville, agissant directement sur la transformation de l'espace urbain. Malgré la détériorisation des équipements, rails, trams, bâtiments, tout ce qui concerne le réseau ferroviaire, et la précarisation de la condition de travail, les transports de passagers continuent et la gare est toujours centrale dans la culture de la ville. Jusqu'à les années 90, les désinvestissements progressifs des industries dans les territoires, déplacés dans des villes situées plus au marge des autoroutes, marquent le déclin économique de Barra do Piraí et une nouvelle configuration urbanistique. On passe d'une organisation centrée autour de la gare, de logements, de commerce, des industries, à des constructions sauvages au centre-ville et un processus de favelisation dans la périphérie. Plus précisément en 1994, s'effectue en fait le tournant décisif. Le réseau ferroviaire est privatisé, le transport public des passagers est supprimé au profit du transport des marchandises uniquement, notamment les minerais. Les centres administratifs, économiques et décisionnels de la nouvelle société privée est délocalisée à Minas Gerais, l'État à côté de l'État de Rio. La gare est vidée, désaffectée et abandonnée, malgré la décision politique à l'époque prise par la municipalité d'en faire un lieu culturel. Donc, depuis, les trains de marchandises traversent la ville de plus en plus fréquemment, sans souci de l'environnement. La question... Ah ouais, c'est bien de passer le photo. La question de l'appartenance et de la responsabilité du bâtiment patrimonial de la gare, comme partout au Brésil d'ailleurs, a été laissée en suspens jusqu'en 2005, où la gare est décrétée patrimoine culturel ferroviaire national, ça institutionnellement parlant, l'État du Brésil, mais aussi c'est décrété qu'elle appartient en fait à la municipalité de Barra do Piraí. Jusqu'à là, c'était ambigu, on ne savait pas avec la privatisation, les biens, ça appartient à qui en fait? À l'État, au privé, à la municipalité, c'était vraiment pas défini quoi. Donc, en 2005, ça se définit comme ça appartient à la municipalité. Pourtant, aucun projet concret de restauration, de réhabilitation de ces lieux n'est mis en œuvre. Bon, voilà, bref, un contexte socio-historique de terrain de recherche pour qu'on crée un peu cet imaginaire-là, parce qu'il s'agit aussi, on va voir avec Louise, sur la création, sur un type spécifique de notion d'art qu'on travaille. Bon, ces panoramas, en fait, nous racontent que la dimension culturelle que la gare a su donner à la ville est en passe de disparaître. Voilà. Les pouvoirs publics ne prennent pas en charge l'héritage culturel, le patrimoine architectural et symbolique. Ils ne proposent aucun projet pour le futur. Globalement, on observe que l'absence de continuité dans la construction, on observe l'absence de continuité dans la construction urbaine, avec ce bouleversement central à partir de la gare et spatiale. Donc, on observe que cela, c'est synonyme en fait d'absence de continuité de la construction, de discours et de représentation. D'un côté,
la disqualification définitive du patrimoine architectural ferroviaire traditionnel, disqualification qui passe notamment par la dégradation de l'espace socio-culturel, à savoir la destruction de la gare au centre-ville, mais aussi les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Mais cela va au-delà de là, en fait, c'est plus général que cela, car on pourrait dire que ce n'est que les symptômes de la disparition de l'espace social productif de l'absence d'un espace public en tant qu'espace défini. Donc, du coup, avec cette petite conclusion du contexte, on va rentrer en fait sur les projets, sur le processus de création, et du coup, je vais en commencer par l'action théâtrale, hein, comme expérience sensible liée à ce site spécifique, à ces lieux. L'action théâtrale veut restituer la qualité matérielle et immatérielle de cet espace à travers 3 lignes d'action. L'occupation concrète du lieu, c'est une, la réalisation d'un processus collectif de création et la provocation d'un débat démocratique. Donc, dans la première ligne d'action, on va parler de l'occupation, on va ouvrir et habiter ces lieux. Alors, juste le fait de prendre la clé, comment on accède ces lieux, on ouvre et on commence à l'habiter et déjà à le transformer en fait. La première ligne d'action consiste à ouvrir les lieux et à l'habiter. Ce qui permet déjà d'ouvrir des possibles contre cette dégradation. Évidemment, il s'agit de rendre l'espace propre à son habitation. Le rendre propre, c'est aussi nettoyer la ville, entre guillemets, faire des ménages, ouvrir l'eau, installer l'électricité qui était coupée, sécuriser les bâtiments, etc. Habiter les lieux, c'est aussi proposer une pratique culturelle à la population en demande conséquence de la puissance des pratiques artistiques et d'activités culturelles à Barra do Piraí, notamment à partir des années 60, quand il a la privatisation et la gare est mise de côté. Elle est vraiment... ça organise bien la ville, en fait, c'est l'effet de la construction de cette gare. Donc, les activités artistiques, culturelles, artistiques, elles ont aussi décliné. Habiter les lieux, c'est aussi ouvrir un espace capable d'accueillir une communauté éphémère constituée à la fois des participants du processus de création et des partenaires de la société civile et ou institutionnelle fédérés autour d'un projet artistique. Nous avons établi des partenariats avec des entrepreneurs privés, avec la municipalité et avec une école de formation professionnelle technique. Enfin, il s'agit de structurer en commun de façon autogérée, de mettre en place un modèle de fonctionnement, répartir les responsabilités, organiser le travail collectif de la vie au quotidien dans cet espace, hors d'ouverture, chronogramme d'activité, bon, enfin, etc. Ce n'est pas immédiatement un processus de contrôle des conditions de l'organisation du travail, mais c'est malgré tout un processus de transformation des conditions de la vie quotidienne à l'intérieur desquelles le travail et non son organisation se déterminent nécessairement in situ, sur place. Voilà. Après cette première action d'occupation, de structuration de l'espace investi, après cette première action d'occupation et de structuration, l'espace investi s'institue et permet à la pratique théâtrale in situ de se déployer. Donc c'est quand même de ça qu'il s'agit, en grande partie, c'est de création théâtrale. On a essayé de dissocier un peu les différentes approches, mais toute cette occupation de l'espace et du lieu est évidemment là pour une résidence de création. Les conditions, je reviens très vite sur les conditions très concrètes, c'est de la création, c'est un groupe d'acteurs qui est constitué des habitants de la ville, donc qu'on appelle amateurs, entre guillemets, pour deux mois et demi de répétition qui vont aboutir à la création d'un spectacle qu'on va réaliser dans la gare à la fin de la résidence. Alors on a séparé 3 dimensions essentielles dans notre travail. La première, c'est que cette pratique s'inscrit dans un régime spécifique d'identification et de pensée artistique que vous connaissez sûrement, qui est la notion d'art site spécifique, et donc qu'on peut définir comme une création inspirée du contexte et ou du lieu dans lequel elle s'insère.
Et là, il est clair que la gare va être mise en scène de différentes façons. D'abord, la gare est sujet. Les deux spectacles réalisés en 2015 et en 2016 ont pour point de départ, pour thématique, pour angle de réflexion, cette gare. Le premier spectacle, en 2015, prendra la gare plutôt comme espace imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'une gare? Un lieu de départ, un lieu d'arrivée, un lieu de rencontre, de transit, les valises, au revoir. Bon, la gare de façon plus générale. Le deuxième spectacle, c'est recentré sur l'histoire vraiment de la gare et donc de la ville. Ensuite, la gare, elle est scénographie. Les spectacles prennent l'espace entier de la gare pour décor et pour scène. Les spectacles sont déambulatoires, ils sont itinérants, à la fois à l'extérieur de la gare, juste à l'entrée, et ensuite à l'intérieur des murs, et ils sont non reproductibles. Ça, c'est une question aussi importante. Ils sont in situ, site spécifiques, ils sont créés pour la gare, pour cet espace, et on ne peut pas les reproduire. Enfin, cette habitation artistique, si on peut dire, permet en fait la reconfiguration de l'espace social autour de la gare. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Pour arriver maintenant à la gare, il faut passer par un passage souterrain extrêmement glauque, non, très peu fréquenté, et où, selon le discours selon les habitants de la ville, il se passe énormément de viols, d'agressions, et il n'y a pas de présence militaire. Donc, ils sont comme ça laissés à eux-mêmes, et ce passage souterrain, il est mal fréquenté aussi, parce que la gare n'est plus habitée, n'est plus occupée, et n'est plus un espace de vie. Donc le fait que pendant 3 mois, il y ait les acteurs qui répètent, il y ait du passage, de la circulation, déjà transforme à la fois très concrètement cet espace, puisqu'il est traversé, et aussi va le transformer dans ses représentations, puisqu'on va mettre en scène le passage souterrain. La première année, le spectacle part de l'extérieur de la gare, et ensuite il y a un chant collectif qui emmène les spectateurs derrière eux pour traverser ce passage souterrain pour rentrer dans la gare. Et la deuxième année, on va plutôt à la fin du spectacle mettre en scène les viols, enfin pas, voilà, c'est de la représentation, mais les viols, la drogue, etc. pour les spectateurs, et du coup on peut peut-être parler un peu aussi de catharsis, c'est-à-dire que l'espace est complètement réinventé aussi dans sa représentation. Donc cette pratique site spécifique est une tentative pour proposer dans le paysage urbain une esthétique nouvelle pour contrer l'esthétique de l'abandon. Dans cette gare, les acteurs sont costumés, la gare va être allumée, etc. Et on essaye de faire en sorte que les habitants soient décorateurs, créateurs de leur propre ville. La deuxième dimension importante de ce travail de création, c'est la relation entre le corps et l'espace. La première action, vous avez vu je pense aussi dans les photos, c'est une mise en état de création, si je peux dire, de ces acteurs qui au départ ne sont pas des acteurs, et la formation du groupe. Alors là, on rejoint très précisément ce dont on a parlé hier, qu'est-ce que c'est qu'une présence ? Qu'est-ce que c'est actualiser un corps? Qu'est-ce que c'est que se rendre présent pour la création? Donc on va, là je passe rapidement, évidemment faire beaucoup d'exercices sur la discipline du corps, c'est-à-dire mettre en jeu le corps, la concentration, la respiration, des exercices aussi de cohésion du groupe pour travailler cette présence aux autres, à l'espace et à soi-même. Et on va aussi, pour essayer de créer un corps collectif des acteurs, valoriser des actions ritualisées, notamment par le chant et la musique. Ce corps collectif, une fois créé, tout se fait évidemment un petit peu en même temps, mais là on dissocie, ce corps collectif, une fois créé, et les corps rendus, on va dire, disponibles à la création, on va se focaliser beaucoup sur l'exploration de l'espace, les relations entre le corps et l'espace. D'abord, c'est une maîtrise, une connaissance et une appropriation de l'espace. Vous pourrez voir quand même déjà à travers les photos que cet espace il est abandonné, donc il est à certains endroits dangereux, il faut apprendre à le connaître, il est grand, donc c'est beaucoup d'exercices de sensibilisation dans l'espace, de marche dans l'espace, d'écoute, de toucher, là on parle vraiment de la sensation,
et aussi de travail sur la géométrie des corps collectifs ou corps individuels dans l'espace, par rapport à la géométrie spatiale, vraiment architecturale à ce niveau-là. On essaye de travailler sur à savoir comment le corps prolonge l'espace, et comment l'espace prolonge le corps, pour que dans tout ce travail de résidence, puisque c'est quand même un travail sur du semi-long terme, 2 mois, c'est pas mal déjà, pour essayer de créer une empreinte du corps dans l'espace, et c'est ça qui va nous donner matière à création et à imaginaire. Pour reprendre la formule hier de Bertrand Cochard, je me demande si là, la gare ne devient pas milieu pour la création. Comme, voilà, un milieu comme la nature devient milieu pour les danseurs, on essaye de faire en sorte que la gare devienne milieu. Ça m'a interrogé hier. La troisième dimension, donc dans la création artistique de ce travail, c'est la dimension collective, de création collective, dans le sens le plus classique de la création collective, c'est-à-dire que les acteurs sont auteurs du spectacle. Donc, les acteurs vont être encouragés à faire des recherches, à récolter des informations, à affirmer leur point de vue sur cette gare, sur leur propre ville, donc, et à confronter ces points de vue. Et c'est cette confrontation qui va donner les éléments du spectacle. Ça c'est vraiment une donnée de la création collective. On peut peut-être parler d'émancipation, qui est en faisant référence à Jacques Rancière. Et c'est-à-dire que ce procédé va vouloir générer une prise de conscience de l'histoire de la gare, de l'histoire de la ville. Et pour les acteurs comme pour nous, ce processus de recherche va révéler les choses cachées et l'histoire de la ville. Tout, par exemple, le contexte qu'on a évoqué avant vient évidemment, en fait, on peut le faire rétrospectivement parce qu'on a compris énormément de choses à travers le processus de création. Et on peut dire, parce que on n'a peut-être pas précisé, on est... Est-ce que c'est bientôt la conclusion? Bientôt. On va aller très vite. On est rendu à 10. Bon, alors je passe sur la citation de Mouchkine. C'est 25 minutes déjà, c'est pour ça. C'est 25 minutes? Ouais. Si on veut avoir un petit échange avec le public. D'accord. Donc, je vais aller donc très très vite. Par rapport à cette constitution du matériel dramaturgique collectif, on a essayé de travailler sur les discours cette année, sur le discours sur la ville, à la fois sur le discours du passé, l'histoire, mais aussi sur le présent, à savoir comment la ville est vécue. Et là, on a travaillé, on pourra y revenir dans la question, beaucoup sur la dérive. On est sorti aussi de la gare pour essayer de comprendre comment on peut ressentir la ville différemment, et sur aussi le discours sur le futur, comment dans cet espace théâtral, mais aussi espace physique, on peut créer un lieu de débat, un lieu de rencontre pour élaborer des discours pour un futur projet concret pour la ville. Voilà. Là, il y a eu des difficultés, évidemment, et on pourrait dire que le spectacle a mis en scène des discours, plutôt peut-être que de réellement actualiser ou rendre possible ces discours. Ouais, et du coup, son représentation scénique de l'Agora, voilà, comme on connaît l'Agora, tout ça. Donc, pour conclure, 10 minutes, ça suffit. Alors, ce n'est pas anodin, c'est l'effet de mettre en scène la scène de l'Agora, justement, passer cette observation sur place. Ce n'est pas anodin le fait de mettre en scène la scène de l'Agora. En réalité, le spectacle et l'action théâtrale qui est procédurelle est déterminée par une temporalité précise établie dans la résidence réalisée dans la gare, repose sur l'utopie que le théâtre puisse fonctionner comme une agora. Donc l'agora, comme nous pouvons comprendre en tant qu'arène civile, qui va renvoyer cette mythologie spatiale dans laquelle un lieu public au centre de la cité, dans la place du marché, a réuni des citoyens libres, non, on va comprendre le livre là sur la question de l'esclavagisme, mais bon, pour pratiquer et dialoguer, pour débattre sur des projets publics pour la cité et délibérer sur les questions du domaine de ce qui est public. Bref, c'est lieu de rencontre où la chose publique est débattue. Donc, pour conclure vraiment, je vais conclure avec une question, parce que je me questionne toujours sur ma pratique et bon, surtout sur la question mythologique là, qui fait partie de la conclusion. Peut-il le théâtre constituer un lieu, ces lieux d'où l'on discute la chose publique et autour duquel elle se structure
d'où l'énonciation de l'opinion publique puisse se confronter et constituer une véritable arène civile dans laquelle se forge une dimension délibérative. Merci beaucoup.